Alors, officiellement, bienvenue, Madame la mairesse, bienvenue, Monsieur le chef de police de Longueuil, au comité consultatif sur la réalité policière. Merci d'être là. Merci de nous avoir produit votre mémoire qu'on a lu avec beaucoup d'attention. Et merci d'être disponible pour le présenter et de pouvoir en discuter. Alors, je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité et je vais agir pour présider la séance de travail. Je vous présente rapidement les collègues, les membres du comité consultatif. Il y a Mme Nicole Gibault qui est avec nous. Il y a Mme Marlene Jennings, M. Louis Côté Bonjour. et M. Alexandre Matt. Bonjour. Alors voilà pour les membres du comité. On a déjà rencontré, comme je le disais, Monsieur Daguerre. C'est un plaisir de vous rencontrer également, Madame Parent. Vous allez avoir 10 minutes pour présenter les faits saillants de votre mémoire et par la suite, on engagera une période de questions d'une vingtaine de minutes. Lorsqu'il va rester une minute, je vous ferai signe au besoin. Sinon, c'est la façon dont on va procéder. La rencontre est enregistrée. L'enregistrement va être mis en ligne demain sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique. Votre mémoire est déjà en ligne présentement, donc aujourd'hui. Alors, cela dit, ça vous convient comme modus operandi. Alors, je vous laisse la parole, Madame la mairesse, et au moment venu, au début de la présentation, vous allez pouvoir partager l'écran. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, chers membres du comité consultatif sur la réalité policière du Québec. Je vous remercie de nous recevoir. Et tout d'abord, je tiens à vous souligner qu'à titre de gouvernement de proximité, il est essentiel au monde municipal qu'il garde le plein contrôle sur les coûts et la gestion des services de police, notamment dans les grandes villes. Il va de soi que ça comporte, on parle ici de rémunération des dirigeants et des effectifs, puisque ce sont les contribuables municipaux qui payent entièrement ces services. De plus, ce sont les élus locaux et les villes qui sont à même de mieux maîtriser les enjeux de leur territoire et, par conséquent, de leur population. Toutefois, les municipalités ne peuvent plus défrayer seuls les coûts associés à ces services et aux réformes successives, tout en opérant un changement important comme nous le faisons, nous, à Longueuil, sur le territoire de notre agglomération. Ce changement, il doit se faire, mais sans élargir les responsabilités et alourdir le fardeau financier des grandes villes du Québec. Il devient donc essentiel que le gouvernement tienne compte des impacts financiers de ces réformes. Celui-ci doit appuyer financièrement les municipalités et leurs services de police municipaux en toute équité par rapport aux coûts assumés par les municipalités desservies par la Sûreté du Québec. La Ville de Longueuil et l'ensemble des villes de son agglomération s'opposent donc fermement à une autre modification de structure pour adresser les enjeux auxquels la police de demain doit faire face. Contrairement à Montréal et certaines autres villes, nous nous opposons aux fusions, au regroupement des corps de police. Il faut travailler sur les comportements, sur la formation, sur les ressources humaines, pas sur les structures. L'agrandissement du territoire à desservir ou les regroupements des organisations seraient contre-productifs selon notre point de vue face aux changements que nous devons opérer. Longueuil et son agglomération, comme chaque région, a un contexte social qui lui est propre. Le nôtre diffère de celui des autres parties de la Rive-Sud ou de la Montérégie et même de Montréal ou de Laval. Il faut donc voir à préserver l'expertise développée par chaque service de police pour qu'il puisse répondre adéquatement aux besoins spécifiques de ses citoyens. Mais il y a quand même place à la discussion. Les niveaux de services établis il y a 20 ans doivent être revisités dans un contexte où nous souhaitons collectivement optimiser l'utilisation de nos ressources humaines et financières qui sont, on va se le dire, très limitées. Voilà pourquoi nous croyons qu'il faut valoriser la collaboration avec les autres grands services de police que sont la SPVM, le SPL, la SPQ ou même la SQ, mais sur des enjeux qui débordent les limites de nos territoires respectifs. Ici, on parle de cybercriminalité, crime organisé, etc.
Enfin, nous souhaitons que le lien de confiance entre les citoyens et leurs services de police soit renforcé. Une des façons d'y parvenir est de rapprocher les services de police de leur milieu et des citoyens. C'est pourquoi nous croyons que le modèle de police de concertation est la réponse aux nouvelles réalités vécues sur le terrain. À titre d'exemple, pour notre service de police, 70 des appels reçus sont des appels à caractère non criminel, notamment en lien avec la santé mentale et les détresses multiples. M. Daguerre vous l'a déjà très bien documenté. Dans les 3 dernières années, on constate une augmentation de près de 20 des appels à notre service de police liés à la problème de santé mentale. Dans de telles situations, vous le savez, ce sont nos policiers, nos policières qui sont appelés à intervenir. Leur action quotidienne et leur capacité à répondre aux besoins de la population ne se limitent donc plus strictement à la sécurité, mais à des enjeux qui, évidemment, relèvent bien souvent de la compétence d'autres organisations gouvernementales ou d'organismes communautaires. Le modèle que nous vous proposons a été testé chez nous. Ce modèle, nous le devons à Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, qui a su le développer en grande partie grâce à son expertise sur le terrain. Je vais maintenant lui céder la parole. Alors, M. Daguerre, je vous cède la parole pour votre présentation. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci, Mme Parent. Alors, écoutez, j'ai juste un petit 3 pages. On va faire ça rapidement parce qu'on se connaît déjà. Alors, je vous dirais, le premier point, pour revenir rapidement là-dessus, c'est le contexte. Rappelez-vous, on a parlé, lorsqu'on s'est rencontrés, de l'aspect du contexte dans lequel on vit présentement. Et j'attends que mon adjointe me mette... Voilà, merci. Un peu... Voilà, le contexte, voilà. Donc, contexte de remise en question de la mission et du rôle en société de la police, c'est quelque chose sur lequel le SPAL a vraiment voulu travailler depuis 2018. Il faut bien comprendre, puis vous en souvenez, on n'est pas en réaction. On n'est pas en réaction suite aux événements de M. Floyd ou de Defunding de police, et on n'est pas en réaction non plus à la réforme du livre vert que la ministre a proposé. Depuis 2018, nous étions déjà dans une démarche, mais par contre, on est très content de se joindre à votre mouvement parce que c'est exactement le même endroit qu'on devrait se diriger tous ensemble. Donc, le contexte était qu'est-ce qu'on veut de notre police. Donc, on a fait une consultation publique avec l'INM, d'ailleurs, que vous avez pris pour votre propre projet. Et par la suite, on a regardé tout l'aspect de la prépondérance de la santé mentale. C'est incroyable. Vraiment, c'est fascinant de voir comment le travail de police est complètement en mutation. L'incohérence entre la réalité policière et la posture réactive. Souvent, je dis, lorsque je vous ai parlé, et lorsque les personnes m'interpellent, je ne peux pas croire qu'en 2020, messieurs, dames, jusqu'en 2030, 2040, qu'on va être encore une police réactive. Un appel, un char, un appel, un char. On ne peut plus le permettre. Notre société ne peut plus le permettre, même si ça coûte une fortune, justement, à raison. Si ça coûte une fortune, les services de police, mais pouvons-nous être proactifs? Ce qu'on a proposé, c'est beaucoup plus une approche de concertation. Dans le deuxième point, tout ce qui est la concertation, c'est travailler en amont. Vous l'avez vu dans le mémoire, comment on fait. Il faut faire en sorte que, là, je vais vous donner une image très simple. On a un cancer. Lorsqu'on va sur un appel, le 911, on a un cancer. Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Le traitement qu'ils leur donnent, c'est de la chimio ou de la radio. Mais le cancer est déjà là. Une semaine plus tard, un an plus tard, le cancer revient. On n'arrive pas à le traiter. C'est un genre de patching qu'on fait lorsqu'on va sur les appels. La police de concertation, c'est ce que vous voyez devant vous. C'est là beaucoup plus le point. Si tu peux changer, Nathalie, pour la police de concertation, s'il te plaît. Merci. Tout l'aspect de proximité proactive dans la communauté avant les appels 911. Donc, vivre dans la communauté, avoir des policiers dédiés à la communauté, mais pas des policiers de proximité. Les policiers de proximité travaillent en prévention dans les écoles. La police communautaire qu'on appelle de M. Jacques Duchesneau, j'étais un des élèves de ce milieu-là. C'est beaucoup plus une police de proximité dans les écoles, dans certaines institutions. Là, ce qu'on parle, c'est vivre dans la communauté, avoir des policiers dédiés 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans le même quadrilatère, avec les mêmes commerces et les mêmes familles. On s'attend à ce que de cette manière-là, en travaillant en amont avec les partenaires,
ça va faire en sorte qu'on va briser les silos, puis faire en sorte qu'on va pouvoir donner un filet de sécurité à la population. Le policier, la policière qui rentre dans la communauté, vit avec elle. Là, je sais que parmi vos collègues, il y en a des anciens policiers, ça va leur faire des flashs. Quand vous avez une police qui est dans la communauté, qui est avec eux pendant des années, il est connu comme, je m'excuse le terme, comme Barabbas. Everybody knows him. Tout le monde le connaît. Ça devient un policier qui fait partie de la famille. Et là, on est en concertation, là, on est en lien avec la communauté de manière extrêmement tricotée, serrée. Et ça évite aussi le grand enjeu qu'on entend présentement, profilage racial, profilage social, racisme systémique. Lorsqu'on est collé à la communauté, il n'y a plus de silo, on ne voit plus la différence, on est tous pareils. On va aller à la prochaine, s'il te plaît, Nathalie. Et pour terminer, les retombées positives, c'est sûr que lorsque vous rentrez et vous travaillez au quotidien avec les familles et les commerces, la majorité des appels de plus traditionnels baissent. Pas tous. Il va toujours rester des appels où on doit être réactif. Mais la majorité des appels vont être réglés par ce policier-là, en amont, avec la communauté. Donc, baisse des appels, baisse de l'épuisement des policiers sur le terrain, augmentation de la croissance, l'accroissement de confiance avec la population. Là, ils ont leur police à eux. Et il y a beaucoup moins de gaspillage. C'est fascinant de voir, lorsqu'on arrête quelqu'un, que ce soit pour la santé mentale ou du criminel, le coût que ça donne si on ne travaille pas en amont sur l'appareil judiciaire, le milieu de la santé, tout le milieu de la société, le coût total est énorme. Et je vous ai montré dans la dernière présentation à quoi ça donne comme sentence à la fin. C'est quand même hallucinant de voir qu'on travaille toujours en réaction. Et ça coûte une fortune à la société et ça ne donne pas beaucoup de résultats. Tandis qu'en amont, voilà. Puis le bienfait de la santé mentale. Malheureusement, la dernière fois qu'on s'est parlé, heureusement, on n'avait pas d'événement de Québec. Là, on l'a eu, l'événement de Québec, avec le jeune homme, avec le samouraï. Quand je vois ça, ce genre d'événement-là fait en sorte de me dire, ça me dit, on ne peut pas tout éviter, ça risque d'arriver encore, malgré tous nos efforts. Toutefois, avec une police de concertation dans la communauté, peut-être que ce jeune homme-là, il aurait été suivi avec le policier, travailleur social, pendant peut-être 2-3 ans. Alors, on aurait évité quelque chose. Floyd, c'est un événement dans un dépanneur qui avait une caméra à l'intérieur et une caméra dans la rue. C'était quoi la fraude? 20 $. Pour 20 $. Le policier réseau de concertation qui était dans la communauté, il était avec le commerçant, il l'aurait appelé. Il dit, écoute, Fadi, il y a un gars qui vient me faire passer une vite. Alors, voilà, j'arrête là. Je sais que le temps passe vite. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci, merci M. Daguerre, merci Mme Parent. Écoutez, on va ouvrir les échanges. D'ailleurs, M. Daguerre, on se souvient du fameux tableau que vous nous aviez passé sur les impacts dans Saint-Michel, qui est assez révélateur. Ça marque les esprits, je pense. Alors, on va ouvrir la période de questions. Alors, M. Côté, vous êtes le premier à vous lancer. Allez-y, la parole est à vous. Oh, le son. D'abord, merci d'être là en passant, mais on nous dit souvent que la police de proximité, ça prend des policiers qui passent la vie dans la ville, à peu près nés là, vont mourir là, vont travailler là. Mais M. Daguerre, le M. Daguerre qu'on connaît aujourd'hui a été élevé puis développé ailleurs. Donc, non, mais puis vous me faites penser à ça en disant une chose semblable. Et pensez-vous que c'est nécessaire ou si ce n'est pas une histoire de comportement, d'attitude, d'empathie, de capacité d'établir un dialogue, mais pensez-vous que c'est vraiment nécessaire parce que ça a ses côtés positifs, ça a ses côtés négatifs de toujours travailler dans le même coin. C'est parce qu'on relie souvent, je vous dirais, la police de proximité à la permanence des gens en place. Et vous, M. Daguerre, vous arrivez d'ailleurs. Alors, pour votre défense, M. Daguerre. Ben, allez-y, Fadi. Moi, je vais quand même expliquer comment est-ce que ça s'est vécu sur le terrain parce que j'ai rencontré justement des gens d'un organisme d'itinérance ce matin, puis je vais vous expliquer comment est-ce que ça se traduit. Vas-y, Fadi. OK, bien écoutez. Je ne veux pas vous mettre en boîte. Non, j'ai trouvé ça cute parce que
j'ai quand même passé 25 ans à un même endroit. Alors, c'est quand même une certaine pérennité. Bon. Il y avait un pont et une rivière qui vous séparaient. C'est ça. Mais juste vous dire, je pense que les deux, M. Côté, c'est pas l'un ou l'autre. Oui, Les c'est deux, l'un et c'est l'autre. correct. Oui. Les deux, c'est correct. Je pense qu'une pérennité du même policier dans le même secteur, c'était très intéressant. Mais en même temps, vous avez tout à fait raison. Le changement de comportement sur la masse policière est extrêmement important. Si vous attaquez un seul côté, on est foutu. Si la police de proximité, c'est 10-15 policiers par quartier, puis il y en a une centaine. Si les 80, leur comportement n'est pas, on ne le change pas, on travaille pour rien. Donc, je vous dirais, les deux sont importants. Oui. Puis, dans le fond, l'essence de cette police de concertation, c'est vraiment la connaissance du milieu, la connaissance des organismes. Les organismes savent c'est qui est mon interlocuteur, dans quel domaine, qui je peux appeler, quel est le policier qui va intervenir ce soir, comment est-ce que je peux interagir avec lui. On peut se rencontrer demain matin parce qu'on a une dynamique particulière avec une famille X, Y, Z ou avec peut-être un problème dans une école secondaire. L'essence de ça, c'est que les policiers maîtrisent bien tous les organismes qui existent sur le territoire, mais qui sont aussi en lien avec ces gens-là. Pas juste un nom et un numéro de téléphone, mais qui sont en relation avec ces gens-là. C'est toute la différence. Je vais juste une petite parenthèse. Allez-y, M. Daguerre. J'ai des collègues de la Sûreté du Québec qui travaillent dans des villes très, très éloignées. C'est le même policier, exemple, qui reste là 5-10 ans. Et à chaque fois que ce policier a quitté le secteur, ça a été quasiment tout à refaire, le lien de confiance à revenir. Et la communauté, sincèrement, elle s'est sentie un peu délaissée qu'ils partent. C'était même pas une police, c'était leur policier côté. C'est leur policier à eux qui partit. Donc, ça vous donne un peu une image. Là, il y a Longueuil, Montréal, Laval, c'est des grands corps de police. Mais dans les villes éloignées, il y a 4-5 policiers de la SQ. C'est vraiment, ils se soudent un lien de famille avec la communauté. Monsieur Matt, c'est à vous. Oh, on ne vous entend pas, Monsieur Matt. Oui, ça va être important de mettre le micro, effectivement. Un des problèmes des grandes organisations et Longueuil, je suis persuadé que vous n'y échappez pas, c'est la mobilité du personnel avec les conventions collectives, les concours, les policiers veulent changer de district, tout ça. Vous entrevoyez ça comment? Parce que la mobilité, là, elle va sûrement exister à Longueuil aussi. Ce qui a été décidé, si la police de réseau, police de concertation et financier, on les reçoit, un des incontournables qu'on a dit au syndicat, c'est que ça va aller premièrement par compétence, pas par ancienneté. Okay. Par compétence. C'est extrêmement important. On ne veut pas des policiers ou des policiers qui vont aller quelque part s'installer pendant 10, 15, 20 ans pour les horaires, mais plutôt par amour pour le secteur. Donc, par compétence. Et on va devoir regarder avec la fraternité, est-ce qu'on se donne un 5 ans, un 8 ans de permanence avant de pouvoir s'adresser à une autre section, ou plutôt, et là ça va être un peu ardu, parce que vous avez raison, il y a beaucoup de mobilité au niveau des promotions aussi. Donc, la personne qui va vouloir quitter après 4-5 ans un secteur pour avoir une promotion, on ne pourra pas l'en empêcher. Mais pour cela, ce qu'on pourrait planifier à l'avance avec la FRAT, avec le syndicat, c'est la transition. Il s'en va à un examen de promotion, il passe dans 6 mois, il est sur la liste, parfait. On amène une autre personne, puis on fait une transition de 2-3 mois avec lui dans le quartier, pour que le nouveau s'imprègne du quartier, puis l'ancien puisse quitter. Ça va, M. Matt? Oui, merci. Madame la mairesse, vous avez parlé, il faut moins s'occuper des structures que des individus. Et la carte, là, je comprends que Longueuil n'a pas d'appétit en Montérégie pour étendre ses services. Est-ce que néanmoins, sur un certain nombre, vous l'avez évoqué, la cybercriminalité, la fraude, les crimes économiques, il y a déjà des équipes mixtes qui y travaillent. Est-ce que si on se projette une dizaine, quinzaine d'années, le cybercrime est en émergence et ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que ça prend une organisation un peu plus permanente qui chapeaute un partage de ressources, mais plus de façon permanente, soit Longueuil, Laval, Montréal et la SQ et les autres corps de police? Je pense que c'est ça. Dans le fond, on ne veut pas tout changer.
on n'est pas en train de dire que ce qui existe présentement dans les collaborations entre les différents services de police ne doivent plus exister. Au contraire, je pense que l'exemple de la cybercriminalité est un exemple qu'on sait tous. Donc, plus il y aura de gens compétents autour d'une même table pour être capable de partager cette compétence-là, parce que c'est ça l'important, c'est qu'on partage les connaissances, puis on partage aussi les informations qu'on détient, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on va réussir ou non à arrêter des gens qui sont dans ce réseau-là. Moi, je pense que c'est un doux mélange des deux qui doit exister. Il y a la police qui doit rester la police. Tu sais, les crimes, il va toujours en avoir. On ne pense pas que ça va arrêter là, parce qu'on décide d'avoir une police de proximité. Mais en même temps, il faut préserver ça pour être capable d'être maintenant des meilleurs intervenants policiers sur le terrain. Mais on sait très bien que les grands crimes vont continuer de se faire. Et plus on est autour de la table pour être capable de travailler en collaboration, pour moi, c'est un incontournable. C'est bien. Madame Jennings, c'est à vous. Merci beaucoup. Nous avons entendu beaucoup sur la question de la formation et la difficulté que plusieurs municipalités et régions ont pour recruter, mais ensuite pour retenir. Qu'est-ce que moi j'appelle la diversité. Et un des points, et là je vous le pose, dans beaucoup des communautés culturelles, les minorités racisées, l'éducation universitaire est ce que les parents poussent. On ne pousse pas les techniques au niveau du cégep, sauf si c'est un programme qui permet l'accessibilité directe dans un programme universitaire. Donc, je demande sur la question de le rehaussement, professionnalisation de nos services de police, est-ce que il devrait être envisagé de voir un passoire universitaire beaucoup plus élaboré qui existe maintenant et avec les supports financiers pour cela. Moi, si vous voulez, vous permettez, Madame Parent? Moi, je vous dirais, c'est clair que ça nous prend des profils de policiers et policières atypiques avec qui viennent de différents horizons, pas juste l'horizon ethnique, mais l'horizon éducatif, l'horizon scientifique, l'horizon... Juste, je vous ai dit, 70% de nos appels sont à connotation sociale. Donc, avoir des personnes avec des backgrounds universitaires. Moi, madame, en 91, je suis rentré comme conventionnel. J'étais à l'université en conventionnel. Vous avez raison. Les communautés culturelles, nos parents nous poussent énormément aux études universitaires. Mon fils, il a 19 ans. Et je lui dis, tu ne rentres pas en TP. Tu t'en vas à l'université. Tu t'en vas à l'université. Puis après l'université, tu vas rentrer si tu veux comme policier. Donc, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Il faut se diriger vers là. Mais un mélange des deux est intéressant aussi. Parce que tout récemment, on a engagé des policiers et policières. Puis c'était fascinant. Je vous ai dit, ça fait 2-3 ans qu'on change la culture. Écoutez, je pense qu'on était rendu à 40% des 30 qu'on a engagés récemment, donc 13-14, ont tous des backgrounds sociologie, santé mentale, intervention dans des groupes communautaires. Et même les évaluateurs à l'interne disent ça a changé, le profil a totalement changé. Grâce aux ressources humaines de Longueuil, on a travaillé sur d'autres sphères, mais par contre, on n'a pas encore à Longueuil le programme des conventionnels. Il faut qu'on puisse l'avoir, une enveloppe budgétaire là-dessus. Et l'adéquation, pour faire du chemin sur ce que Mme Jennings disait, l'adéquation, vous avez changé votre grille de recrutement. Oui. Vous avez, Périscope, qui est votre grille d'évaluation du rendement. L'adéquation avec les sortants de l'École nationale de police, il y a encore une inadéquation. Oui. Est-ce que, comment on pourrait... j'ai envie de vous dire, comment vous pouvez convaincre l'École nationale ou comment nous, on pourrait le convaincre à changer cette grille-là? Là, je vous ai dit que notre rencontre est enregistrée, mais c'est pour nous, hein, c'est ça? Non, elle va être publique demain. Mais moi, je vous dirais, autant les cégeps que Nicolette, que les corps de police, tout le monde doit se remettre en question.
Je vous ai parlé du projet Immersion au niveau de 5 semaines au SPAL. Mais pourquoi une académie comme Nicolette ne pourrait pas faire vivre à leurs étudiants au lieu de 15 semaines, 18, 19 semaines, dont 3-4 semaines en immersion dans la communauté? Ouais. Il faut juste y penser et innover là-dedans. Même chose avec les cégeps. D'ailleurs, au cégep Maisonneuve, le professeur Moreau, Nancy Moreau, elle le fait avec des jeunes qu'elle amène à Val-d'Or. Donc, elle les intègre pendant une semaine ou deux pour qu'ils saisissent qu'est-ce qui se passe. Ouais. Nicolette, on pourrait imaginer qu'elle pourrait le faire aussi. Donc, oui, il y a il y a le profil du policier typique versus celui qu'on a besoin. Il y a des points à améliorer, définitivement, oui. Oui, parce que dans le fond, ce que dit M. Daguerre, c'est tellement important. Si à la base, la formation d'un policier, d'une policière ne change pas, on ne pourra pas demander à ces individus-là d'adapter du jour au lendemain leurs connaissances qu'elles ont apprises à l'école et transposer ça en un nouveau modèle qu'ils n'ont jamais entendu parler. C'est le propre de tout ce qui est stage quand on est en formation, que ce soit de grands stages ou de petits stages, peu importe, mais c'est toute la notion de comprendre exactement pourquoi on veut que tu développes ces compétences-là aussi, même si tu t'en vas dans un corps de police, pourquoi est-ce qu'on souhaite que tu développes aussi ces compétences-là dans ta formation académique? C'est parce qu'elle est rendue nécessaire. Puis ça, bien, c'est parce qu'il faut qu'on y croit tous. Il faut qu'on soit en mesure de considérer les statistiques qu'on a. Nous, chez nous, on l'a documenté, mais pour en avoir parlé au caucus des grandes villes de l'UMQ, tout le monde partage à peu près les mêmes réalités. Donc, ce que ça vient dire, c'est qu'il faut changer l'espèce de sac à dos que l'étudiant acquiert et se sert de ça pour devenir un policier, une policière. Moi, je pense que c'est un incontournable. Je vais juste y aller en complément à ce que Mme Parent vient de dire. Une minute. Tantôt, Mme Janix, quand vous avez parlé de formation, je pense qu'il serait important, je pense que les gens vous l'ont dit, le cégep a ses responsabilités, Nicolette, ils ont leurs responsabilités. Toutefois, les services de police en ont notre responsabilité. La formation continue. Peu de monde en parle, très difficile à maintenir durant 30 ans de carrière, et pourtant, c'est essentiel, extrêmement important. Donc, nous, les chefs de police, on doit s'assurer que les policiers suivent une formation continue durant leur carrière, et non pas ils arrivent, puis ils ont juste le tir et la conduite d'urgence à réévaluer à chaque 2-3 ans. Un petit complément. Les ans complémentaires, ensuite c'est Mme Gibault. Très bref. Oui, la formation continue et on pourrait regarder les professions comme exemple où il y a une obligation de formation continue et ce ne peut pas être simplement dans un domaine, par exemple. Donc, exactement. Voilà. Merci. Merci, Mme Jennings. Mme Gibault. Oui, M. Daguerre, vous parlez de la police de concertation bon, dans ce cas-là, puis quand les gens sortent de l'école de police ou s'en vont travailler chez vous, qu'est-ce que vous avez comme commentaire sur l'évolution émotionnelle? Je vous dis pourquoi, tu sais, comment il rentre un jeune policier tout fringant qui vient de sortir de l'école de police, là? Parce que vous avez fait référence au contexte qu'on est allé à l'INM, effectivement, on a entendu toutes sortes de commentaires sur le policier devrait être évalué à toutes les heures, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, là, parce que, bon, alors voilà. On entend une panoplie de commentaires, évidemment, dans l'exagération. Mais on a entendu aussi que quand on commence souvent, et je me souviens, je donnais l'exemple, comme jeune avocat, viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est le vrai terrain. C'est là que ça se gâte un petit peu. Alors, comment vous le voyez, M. Daguerre? Madame Gibault, c'est exactement ce qui se passe au sein des corps de police. Le policier rentre et en général, le coach ou il y a un gars ou une fille d'expérience dit « Assieds-toi ici, maintenant on va te montrer la vraie police ». Là, je vois mes anciens collègues policiers, puis ils rient, mais c'est exactement, ça fait 30 ans que je suis policier, puis on le répète encore. C'est pour ça que dans la ligne de vie, dans le mémoire, vous le voyez, l'AFR, l'agent de formation de la recrue. Lui, là, il a un rôle extrêmement important.
sur justement l'aspect compétences émotionnelles. C'est pour ça qu'on est en train de revoir tout son profil à lui. Si lui ne change, si lui n'est pas en cohésion avec les valeurs, la vision qu'on veut, il va le casser en partant. Puis Dieu sait que la masse de la culture prédominante, elle va l'écraser aux jeunes. Alors, si plutôt le jeune, il s'installe dans le véhicule, puis il sent que l'autre le respecte, puis vas-y, fais ce que tu as à faire. Je me rappelle d'une phrase de Jacques Duchesneau dans le temps, il disait « Oser, risquer, agir ». Alors, si nos jeunes policiers peuvent oser, risquer et agir, et être avec un bon jugement, puis se permettre d'y aller, présentement, ils se font écraser. Ils se font écraser par une culture de masse. Donc, pour vous répondre à votre question sur l'intelligence émotionnelle et interpersonnelle de ces policiers-là, est-ce qu'elle devrait être réévaluée? Le projet Périscope, comme vous avez pu le voir, c'est 8 compétences sur 11. Ce sont toutes des compétences interpersonnelles et intelligence émotionnelle. Donc, s'il se fait évaluer 2 fois par année, on s'attend à ce que le sergent ou le coach dans le véhicule puisse nous donner où est-ce qu'il est rendu dans son développement, ce policier-là. Et j'avais une autre question, peut-être pas complémentaire, mais sur le partage d'informations, c'est pas très rapidement. Oui. Vous n'avez pas de problème avec votre système à partager l'information avec, évidemment, c'est, si vous me permettez l'expression, touché, là, parce qu'on est en matière de santé mentale. Si vous voulez travailler en amont dans une police de concertation, avez-vous des trucs ou bien non, Oui. il faut vraiment… Mais non, justement, il y a des protocoles. Lorsqu'on a fait des projets, quand j'étais à Montréal, j'avais créé ESUP et le RIC, c'est des projets de santé mentale. À Longueuil, on vient de créer ESIP. Bon, c'est des protocoles d'entente. On sait la limite. Exemple, le policier intervient dans un appartement, il couvre l'aspect sécuritaire. Le travailleur social est juste à côté. Lorsque le travailleur social engage la discussion, de manière générale, les deux peuvent écouter. Toutefois, si la personne dit « il faut que je te dise quelque chose de spécial », le policier recule. Laisse le travailleur social faire son travail. Donc, il y a des protocoles d'entente là-dessus. Merci. Monsieur Matt, et ensuite, j'aurai une question. Oui, j'aimerais vous emmener dans un autre champ d'activité où vous avez une bonne expertise, c'est le renseignement criminel. Dans votre mémoire, vous parlez du renseignement criminel et vous dénotez certaines faiblesses ou des tâches ou des responsabilités supplémentaires qui devraient être assignées au service de renseignement criminel du Québec. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est parce que je pense qu'en ce qui concerne le renseignement criminel, on a des défaillances. Je ne suis pas sûr que la circulation de l'information se fasse si bien que ça. Une centralisation du renseignement criminel protégerait beaucoup plus l'État, ferait en sorte qu'on a une cohésion sur l'information qu'on reçoit. Parce que je vous avoue que moi, j'ai vécu dans un niveau 5 pendant 25 ans. Okay? Puis je suis un membre des Five Eyes de counter-terrorism. Je peux vous dire une chose. Quand on décide comme organisation policière qu'un renseignement ne passe pas, mais il ne passera pas. On va le garder. Ouais. En centralisant le renseignement criminel, en faisant en sorte, un peu comme le modèle un peu français du ministère de l'Intérieur, lorsque vous centralisez le renseignement criminel, ça fait en sorte qu'au moins on s'assure que le moins d'informations possible manque. Mais ceci étant dit, rappelez-vous le 11 septembre 2001, le FBI puis le CIA, ça ne se parlait pas. Ainsi que le Pentagone, ça ne se parlait même pas. Donc, c'est là que Obama et les autres sont arrivés avec une plus grande centralisation. En Europe, c'est ça qu'on fait. Nous, dans le Five Eyes, les 5 membres des 5 pays, on centralise beaucoup le renseignement entre nous. Mais on sait très bien que l'Angleterre versus le Canada versus l'Australie, chacun garde des morceaux. Là. Donc, c'est là que je parle de défaillance par rapport au renseignement criminel. Merci. Bien, écoutez, le temps file, il y a encore quelques minutes. Moi, j'ai une dernière question sur un consensus qui semble s'être développé sur les caméras corporelles. Et en vous lisant, vous n'achetez pas ça, c'est-à-dire votre position est un peu discordante par rapport à ce qu'on entend de façon générale sur le consensus des caméras. Pour quelles raisons? Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Écoutez, OK, on va recommencer. Ça va prendre 2 minutes. Je ne suis pas contre. Et en plus, je ne suis pas contre les fiches d'interpellation, parce que je viens de donner une entrevue à l'Agacé, puis on m'a beaucoup challengé là-dessus. Il faut faire attention. Ce sont des outils. Ce que j'aime moins là-dedans, ce sont des outils qui vous donnent un diagnostic, qui vous donnent un baromètre de qu'est-ce qui se passe. Ça ne règle pas la maladie. Tantôt, je vous ai parlé du cancer.
Une caméra portative sur un... Regardez Floyd. Floyd a été filmé pendant 8 minutes. Ça n'a pas empêché le genou sur la tête. Les fiches d'interpellation à Toronto, la police de Toronto, je vous mets en garde, ils le font de manière systémique, comme la commission leur a demandé. Ça n'a rien changé. Et pire encore, ça fait du under-policing, le fiche d'interpellation. Le policier ne regarde plus à droite quand il y a du crime, il regarde à gauche. C'est pire. Ça me fait peur. Par contre, je comprends que les communautés ont besoin de savoir s'il y a du profilage à Longueuil, exemple. Mais moi, j'essaie de trouver une autre façon de le faire sans perdre l'adhésion des policiers et des policières sur le terrain, en les gardant mobilisés à faire du profilage criminel au lieu du racial. Mais en même temps, je sais très bien que si, monsieur, on ne travaille pas sur la culture et on travaille juste avec des gadgets, un papier ou bien une caméra, on va se reparler dans 10 ans, puis on sera dans le même endroit, le même problème. Vous allez voir, ça ne sera pas réglé. Les caméras portatives aux États-Unis n'ont rien solutionné et la fiche d'interpellation n'a pas solutionné le profilage racial. C'est un baromètre, ça vous donne un indicatif. Moi, je vous dis aujourd'hui, oui, il y a des profilages raciaux à Longueuil. Puis oui, ça se peut que j'enquête 6 noirs de plus qu'un blanc. Mais une fois que je vous l'ai dit, je viens de mettre un genou à terre. C'est réglé. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? C'est de ça, je vous parle en concertation. Comment je l'adresse? Qu'est-ce que je fais pour travailler là-dessus? C'est toujours trop court des consultations, hein? Oui, parce Oui, que c'est des Madame sujets Parent. qui sont passionnants. Oui, j'aimerais juste peut-être reprendre un petit peu ce que Mme Gibault a dit, a posé comme question. Je pense que ce que nous, on voit comme police de demain, c'est un changement de culture. Donc, quand le jeune policier va sortir de l'école avec son bagage qui va être mieux adapté, il va s'intégrer au corps de police. Ce corps de police-là va être en mesure de dire, ben oui, tu cadres bien avec notre objectif parce que tout le monde autour de toi, là, on a cette même vision-là de la façon d'intervenir. Donc, c'est comme une cohésion. C'est une façon de travailler qui est en mutation et c'est ça qui va faire que le jeune qui va sortir de son école va adhérer lui aussi à ces valeurs-là. Donc, c'est tout un changement de culture, un changement de valeurs corporatives. Fait que c'est ça que je voulais rajouter. Donc, on va se permettre une dernière intervention, M. Côté, et après ça, Ouais. on va conclure. Je m'adresse à vous deux en passant. Là. Un des premiers experts qu'on a rencontrés, c'est un des grands experts du Québec en changement. Puis, la première chose qu'il nous a dit, travaillez pas trop sur la culture, travaillez sur les comportements et les attitudes. Mettez toutes vos énergies là-dessus, c'est là que les choses vont changer, puis c'est là que les choses vont arriver. Ça fait que ça peut vous concerter, M. Daguerre et Madame, c'est capital comme démarche. Capital comme démarche. Comme on dit, on peut mettre tous demain matin un genou à terre, mais si on ne change rien, on va avoir les deux genoux à terre dans 10 ans, pas seulement qu'un. Monsieur Daguerre? Ouais, je voulais juste finir une petite parenthèse. Permettez-moi de faire un petit deal avec vous. Si vous voulez avoir des caméras, allez-y. Ça va coûter combien de millions? Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est 2,8 millions, 1,4 pour le provincial et le fédéral, pour avoir la police de constatation pour commencer. On va faire un deal. 1,4 millions. Et après ça, on verra. Amenez-en les caméras si vous voulez. Mais au moins qu'on commence avec la police de constatation. Voilà, j'arrête. Moi, je trouve que c'est un bon deal. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. C'est vraiment, ça va nourrir notre réflexion à coup sûr. Merci beaucoup de l'avoir fait, merci de à votre vous. disponibilité. Merci à vous. Ouais, merci. Ben, bonne soirée. Merci d'avoir encore. permis. Merci Merci encore. infiniment. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À vous, pareillement.